Professeur Babacar Gueye, bonjour. Bonjour frère. Merci de nous accueillir ici dans votre école agrégée en droit public constitutionnaliste et figure de la société civile sénégalaise et par ailleurs le fondateur de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Alors, nous allons discuter de l'actualité nationale ici au Sénégal. La décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre plonge un peu le pays dans l'incertitude. Et les forces politiques ne sont pas d'accord avec ce report. Et vous-même, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez voulu organiser une manifestation pacifique ce mardi en contestation à cette décision. Manifestation qui a été interdite par le préfet de Dakar. Comment est-ce que vous avez accueilli cette interdiction de manifester pacifiquement? Écoutez, nous l'avons accueilli avec beaucoup de déception parce que nous avions fait tout le nécessaire. Nous avons fait une déclaration de manifestation que nous avons adressée au préfet de Dakar. La police nous a convoqués et nous a posé toutes les questions d'usage. Et donc nous étions très optimistes quant à la décision qu'allait prendre le préfet de Dakar, mais nous avons été surpris qu'il nous ait dit qu'il ne pouvait pas autoriser cette manifestation en raison des risques qu'il y avait pour le trafic, parce que c'est une manifestation qui devait passer à peu près sur le même parcours que le BRT, qui était susceptible de croiser le BRT et donc d'entraver la circulation à ce moment-là. Et donc nous avons pris acte de cette décision d'interdire la manifestation. Mais en même temps, ce qui a peut-être facilité les choses, ce qui nous a poussé à prendre acte de cette interdiction. Sans contester? Sans trop contester, ce qui nous a dit que le problème n'est pas un problème d'autoriser ou d'interdire, mais c'était un problème de trajet, d'itinéraire. Oui. C'est l'itinéraire qui n'est pas approprié. Vous n'en avez pas proposé un autre, ou bien lui, il ne vous a pas suggéré un autre? Il ne nous a pas suggéré un autre, mais il nous a suggéré de le rencontrer le lendemain pour essayer d'identifier un itinéraire. Le jour même, dans la matinée, parce que nous avons un peu bataillé jusqu'à la dernière minute pour pouvoir tenir la manifestation à 15h. Et malheureusement, il nous a dit que ce n'était pas possible, que donc l'interdiction était irrévocable. Et donc, mais nous nous sommes mis d'accord sur un nouveau trajet, sur un nouveau parcours. Et nous avons décidé de faire la marche dès samedi. Nous avons immédiatement réintroduit une autre déclaration pour pouvoir faire la marche. Et c'est accepté? On ne sait pas encore. Oui. Malheureusement, on a ici, avec nos préfets, la tradition qu'ils attendent la dernière minute pour donner une réponse, ce qui met toujours dans l'embarras ceux qui veulent organiser des manifestations. C'est comme si on ne voulait pas que les citoyens exercent ce droit qui est un droit fondamental, qui est inscrit dans la Constitution. Leur attitude devrait être aller dans le sens contraire d'ailleurs. Ils devraient nous faciliter les choses et encadrer les manifestations, parce que c'est la Constitution, un droit constitutionnel, mais en réalité, en refusant systématiquement, en invoquant les troubles à l'ordre public ou les troubles dans la communication, dans l'évolution des citoyens, dans la circulation, en évoquant toute une série de prétextes, ils empêchent la population, les citoyens d'exercer un droit fondamental. Parce que c'est vrai que c'est devenu très habituel au Sénégal depuis quelques temps. Systématiquement, alors que ce sont des marches, parce que c'est des marches qui n'ont rien à voir avec la politique, parce qu'ils ont l'habitude de dire
Lorsque vous leur dites, vous interdisez systématiquement les marches, ils vous sortent des statistiques en vous disant 90% des marches sont... Mais quelles marches sont autorisées? Voilà, c'est là le problème. Les marches qui ont un caractère politique, qui touchent à la politique, sont systématiquement interdites. L'autre violation de droit qui devient habituelle au Sénégal, c'est la suspension d'Internet. Et comment est-ce que vous qualifiez ça? Ça devient habituel parce qu'auparavant, on voyait ça dans d'autres pays comme le Rwanda, mais au Sénégal, c'est devenu de plus en plus habituel. C'est regrettable. C'est regrettable et ça nous fait ressembler de plus en plus à une république un peu bananière. C'est dans d'autres des pays non démocratiques en Afrique qu'on assistait à ce genre de pratique. Ça n'avait jamais existé au Sénégal jusqu'à ces dernières années, ces 2 dernières années, vraiment. Le Sénégal a régressé de ce point de vue. Les coupures d'Internet sont... En période électorale ou bien en prélude à des manifestations. Voilà, sont désagréables et coûtent très cher. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir grâce à Internet. Ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir grâce à Internet. C'est ça. À un moment où ce pays a besoin de trouver des emplois pour les jeunes, de faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'occupation, une activité, eh bien on coupe l'Internet, vraiment on sacrifie des milliers de jeunes qui vivent grâce à Internet. Surtout dans un pays où une bonne partie de jeunes ont affronté la mer, sont morts dans l'océan parce qu'ils voulaient aller chercher un travail ailleurs, ils voulaient vivre mieux qu'au Sénégal. Donc je crois que c'est malheureux de couper Internet. Je crois que le gouvernement devrait trouver une autre formule que celle-là qui consiste à couper Internet. C'est beaucoup trop facile, mais ça coûte trop cher aux citoyens, aux Sénégalais. Alors, professeur Babacar Gaye, comme je l'annonçais à l'entame de cet entretien, la présidentielle précédemment attendue le 25 février a été reportée au 15 décembre. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel acte? Est-ce qu'il répond d'une manière ou d'une autre au droit, à la constitution du Sénégal? Alors, vous avez dû voir le manifeste que nous avons écrit, moi-même et 4 autres de mes collègues. Comme le Céline Diop, l'ancien ministre Céline Diop, oui. L'ancien recteur Abdelkader Boy, oui. L'ancien juge à la CEDEAO et membre de la Commission internationale du droit international, le professeur Anil Sall, oui. Et l'ancien directeur du CERTRADI de Bordeaux, le professeur Aline Badrafal. Nous avons produit ce manifeste un peu pour nous prononcer, parce que dans nos pays, il faut que parfois, lorsque la situation l'exige, que ceux qui ont une certaine autorité morale, autorité intellectuelle, autorité scientifique, prennent position pour indiquer un tout petit peu la direction, pour indiquer la voie. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce manifeste, pour montrer au fond que le Conseil constitutionnel doit pouvoir se saisir de cette affaire de contrôle de constitutionnalité de la radio. Il doit répondre, parce qu'il l'a déjà dit, il l'a déjà affirmé dans plusieurs décisions. Il a déjà affirmé que lorsque une révision constitutionnelle porte sur une disposition intangible, il se déclare comme incompétent, parce que l'article 103, alinéa 7 de la Constitution dispose que la durée du mandat, la forme républicaine, la durée du mandat et le nombre de mandats ne peuvent faire l'objet d'aucune modification constitutionnelle. Par conséquent, il doit
rester fidèle à cette jurisprudence, parce que c'est important, cette question d'augmentation ou de limitation, de diminution du durée de mandat. C'est une question essentielle parce que l'élection présidentielle au Sénégal est un moment extrêmement important parce que nous élisons le président de la République, un président qui a des pouvoirs qui sont hypertrophiés. Par conséquent, il faut que nécessairement ce président qui a énormément de pouvoir puisse être limité au moins dans le temps par la durée du mandat. C'est pour ça que nous sommes vraiment fermement opposés à cette révision constitutionnelle qui débouche sur un allongement du mandat du président de la République, un allongement finalement de plus d'1 an, parce qu'on va commencer l'élection le 12 décembre, le 15 décembre, oui. Le premier tour, mais le deuxième tour ne sera pas fait avant le mois de janvier-février. Donc, c'est quasiment 1 an. Ouais. 1 an de prorogation, et on ne sait pas si à ce moment-là, il n'y aura pas de nouveaux événements qui vont occasionner un nouveau report. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans cet engrenage. Ce report est un précédent dangereux pour notre démocratie. Il faut qu'au plus vite que le président revienne là-dessus, rapporte son décret qui est illégal, et que le Conseil constitutionnel nous épargne de l'application de la loi constitutionnelle qui a été adoptée par les députés, par une partie des députés, parce que les députés de la loi qui a été adoptée dans les conditions inacceptables. Les députés de l'opposition ont été expulsés de la salle manu militari. C'est la deuxième fois que ça arrive au cours de cette législature. C'est une législature qui est déplorable, qui est poussive et qui ne nous satisfait pas du tout, qui est loin de nous satisfaire. Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14. Même si finalement le président acceptait d'organiser les élections, je pense que manifestement la date du 25 février est perdue. Il faudra le faire quand? Alors, nous sommes en train de réfléchir parce qu'il ne s'agit pas seulement de résister, de s'opposer. Et comme nous sommes des militants de la société civile, nous sommes également une force de proposition. Alors nous sommes en train de réfléchir à une formule qui va nous permettre d'envisager des aménagements. Parce que les aménagements seront nécessaires. C'est vrai qu'il n'est plus quasiment possible d'organiser l'élection le 25 février, mais il est parfaitement possible de pousser d'une dizaine de jours, aller jusqu'au 15 mars pour organiser le premier tour. Et il est possible également de réduire la durée de la campagne électorale et pour comprimer la durée de la campagne électorale pour que les 2 tours puissent se faire avant le 2 avril, étant entendu que pour nous, le mandat du président de la République s'achève le 2 avril. Nous ne nous inscrivons pas dans une prorogation du mandat de 6 mois ou d'1 an. Non, ça ne nous engage pas. Ce qui nous engage, c'est ce que prévoit la Constitution. Nous sommes attachés au respect de la Constitution. Et donc, pour nous, le mandat du président de la République s'achève le 2 avril. Donc, tous les aménagements, tout dialogue doit pouvoir se faire afin que l'élection présidentielle puisse se tenir dans les limites de la durée du mandat du président de la République. Justement, vous parlez de dialogue. Le président invite les différents acteurs à un dialogue. Est-ce que c'est un dialogue pertinent dans le contexte et si oui, que faut-il en attendre?
Écoutez, si le dialogue il doit y avoir, ce dialogue doit intervenir peut-être après les décisions de retrait du décret, de report, de retrait, de renonciation au report de l'élection, de renonciation à la prorogation du mandat du président de la République. Une fois cela fait, une fois que l'on reviendra à la légalité constitutionnelle et légale, eh bien, on pourra, à partir de ce moment-là, envisager un dialogue pour organiser, pour voir comment réaménager le processus électoral et pour aller à nouveau dans l'élection présidentielle comme cela a été prévu par le code électoral. Très bien. Alors, il semblerait qu'un projet de loi d'amnistie portant sur les événements de mars 2021 et de juin 2023 est en préparation et doit passer devant le Conseil constitutionnel. C'est un prélude justement à ce dialogue-là. Est-ce quelque chose de positif? Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi d'amnistie. C'est pour ça que je ne veux pas préjuger de ce qu'il y aura là-dedans. Mais je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de lien direct avec la prorogation du mandat du président, avec l'interruption de l'élection. Moi, je crois que avant toute chose, il faut revenir, pour nous, en tout cas de la société civile, le président doit rapporter le décret qu'il a pris, que nous considérons comme illégal, et l'Assemblée nationale doit retirer, ou alors le Conseil constitutionnel, nous souhaitons qu'il déclare la loi de révision constitutionnelle inconstitutionnelle, et que finalement, à partir de ce moment-là, il sera possible de dialoguer. Si le président n'accepte pas de renoncer le 2 avril, que va-t-il se passer après le 2 avril? Alors on va s'enfoncer véritablement dans une crise profonde, parce qu'il a invoqué une crise institutionnelle, le président, pour prendre son décret, mais c'est là, véritablement, à partir de ce moment-là, que nous allons avoir, parce que quand il l'a invoqué, il n'y avait aucune crise institutionnelle. Et là, si le 2 avril, après le 2 avril, il reste encore dans sa position, eh bien, là, on entrera véritablement dans une crise institutionnelle profonde. Est-ce qu'il y a risque d'intervention de l'armée? Je crois que le président l'a évoqué à demi-mot. Il l'a insinué dans une déclaration récente. Il a dit qu'il y avait des forces, que si les politiciens, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques n'arrivent pas à trouver d'accord entre eux pour régler le problème, eh bien, d'autres forces organisées pourraient surgir et prendre le pouvoir. Et là, je ne sais pas de quelle force organisée il parle, mais en tout cas, il a parlé de forces bien organisées qui pourraient profiter de la situation. Voilà. Oui, alors, dans ce cas, bon, est-ce que ce serait une très mauvaise image pour le Sénégal si cela intervenait? Parce que ce n'était jamais arrivé dans ce pays. Ce serait la première fois. Ça sera quelque chose d'inédit et quelque chose d'extrêmement mauvais pour notre démocratie. Et je crois que le Sénégal, la réputation du Sénégal va en prendre un sacré coup si ça devait arriver. Un acteur politique dit même que c'est ce que Macky Sall préfère, que l'armée prenne le pouvoir plutôt que l'opposition véritable le prenne après lui. Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas croire que Macky Sall puisse préférer ça. Oui. Non, je ne veux pas le croire. Je crois qu'il évoque simplement cette possibilité. Oui. Parce qu'il a analysé la situation, il a analysé la profondeur de la crise et
Bon, il a peut-être des informations que nous n'avons pas. Et peut-être qu'il se fonde vraiment sur quelque chose de réel pour annoncer qu'il faut faire attention. Mais je ne pense pas qu'il ait une préférence pour un coup d'État. Je n'ose pas y croire. Voilà. Alors, un membre du gouvernement, parmi ceux qui ont démissionné, Latif Coulibaly en l'occurrence, dit que sur le terrain, lui en tant qu'élu, il ne voit pas que tout a été mis en place en perspective de cette élection. Donc ce qui laisse penser que c'est quand même quelque chose de préparé, parce qu'on semble dire que ce sont les accusations de Karim Wade qui font qu'il a décidé de reporter, mais... Certains le disent, oui. Certains le disent. Je ne pense pas que Karim Wade, tout simplement, aurait pu provoquer tout ce à quoi on assiste en ce moment. Je crois que Karim Wade et le PDS ont plus été des véhicules qui ont été utilisés, le prétexte qui a été invoqué pour reporter. C'est plus un prétexte qu'autre chose. Je ne pense pas qu'ils aient une capacité de nuisance au point d'ébranler le président, de l'amener à reporter l'élection présidentielle alors qu'il avait déjà pris un décret et donc ne pouvait plus intervenir. Une fois que le président prend le décret convoquant l'élection, il ne peut plus légalement intervenir dans le processus électoral. À partir de ce moment-là, seul le Conseil constitutionnel peut prendre de telles décisions, peut prendre la décision de reporter ou de ne pas reporter, mais le président ne peut pas intervenir dans le processus. C'est pour ça que son décret est illégal. Oui, quand on évoque Karim, même on peut se dire, mais depuis quand le président a de bonnes relations avec Karim au point d'accéder à une telle demande? Parce qu'on se rappelle, il y a eu cette histoire de traque des biens mal acquis, on l'a emprisonné puis exilé. Je ne sais pas, je ne veux pas tomber dans la conjecture, Oui. dans les conjectures, mais bon, ce sont des hommes politiques. Hein. Il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, parce qu'ils ont des intérêts qui convergent, des intérêts de manière tout à fait objective, ils peuvent effectivement s'entendre, parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Donc je n'exclus rien. En tout cas, les hommes politiques ont une capacité d'adaptation qui est souvent assez surprenante. Oui. Assez surprenante. Voilà. Et son père, le père de Karim, a bien été à Conakry. On parle du protocole de Conakry entre lui et le président Macky Sall, alors que son fils venait seulement de sortir de prison. Il y a eu ce protocole de Conakry. Ça veut dire que les politiciens sont capables de se retrouver.